Bienvenue Flora. Merci Romain. Ravi de te recevoir dans cette nouvelle librairie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, tu es une jeune experte de notre réseau. Tu es entrée à Noël, si je ne dis pas de bêtises, c'était le 24 décembre 2019 que nous nous sommes rencontrés. Et depuis, tu as fait un petit nombre de rencontres avec un succès extrêmement important, il faut le signaler. On appelle ça dans notre bureau un bond du premier coup. Donc, félicitations pour ça. Avant de rentrer un petit peu plus en détail sur ce que tu fais et dans notre réseau et pourquoi tu es là, on va quand même présenter l'ouvrage tout de suite. Donc, tu es là pour la prise de décision aux éditions Duno. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un peu de philosophie, pas trop, juste un peu, pour les pros qui veulent décider autrement. Donc, on aura vraiment tout le temps de parler de la prise de décision, mais du sens aussi, puisque c'est ce que tu fais dans les clubs. Je te laisse compléter ta présentation, nous dire ce que tu fais à l'extérieur, dans le réseau. Et puis ensuite, on enchaînera sur le carnet, livre-carnet, Soft Skills. C'est à toi. Merci Romain. Bonjour à tous et à toutes et ravi de passer ce moment avec vous. Donc, comme tu l'as évoqué, je suis philosophe en entreprise aujourd'hui depuis une dizaine d'années. J'ai cofondé une agence de philosophie qui s'appelle TAE, T-H-A-E, avec une philosophe qui s'appelle Marion Genèvre. Et ensemble, on a eu l'idée de proposer des ateliers philosophiques dans les entreprises pour aider les dirigeants, les managers, mais en fait tous les salariés à mieux penser ce qu'ils font grâce à la philosophie pratique. Quand on a commencé, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire philosopher. On se souvient tous de nos cours de terminale et de ce prof ou de cette prof qu'on a soit adoré, soit détesté. C'est assez viscéral, hein, la philo en terminale, j'ai l'impression. Et pour nous, philosopher, c'est trois choses. C'est pouvoir questionner les évidences, nos certitudes. C'est pouvoir dialoguer en argumentant notre pensée. Et puis, c'est pouvoir conceptualiser, c'est-à-dire, en fait, redonner du sens aux mots qu'on utilise parfois de manière tellement fréquente qu'on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Au sein de l'APM, un petit mot puisque tu m'y as invité, au sein de l'APM, en effet, je suis jeune experte. J'ai fait quatre rencontres à ce jour autour de la notion de sens au travail. Parce que c'est vrai que moi, ce qui me passionne avec la philosophie, c'est cette possibilité de réfléchir au sens de ce qu'on fait et d'en redonner éventuellement. Le sens, c'est jamais quelque chose qui est acquis une bonne fois pour toutes, hein. Même s'il y a des moments de notre vie où on a l'impression que tout fait sens, en fait, c'est une dynamique, je dirais, le sens qui se renouvelle régulièrement et donc qui a besoin de pensée, de questionnement, justement pour se nourrir. Je me suis formée à l'analyse existentielle et à la logothérapie il y a quelques temps et j'ai voulu en fait proposer une journée où on puisse réfléchir philosophiquement à qu'est-ce que c'est que le sens. En plus de ça, c'est une expression donner du sens qui est de plus en plus vraiment à la mode en ce moment, toutes les entreprises l'utilisent, et parfois un peu à tort et à travers. Donc moi, je trouve que c'est quand même important de remettre un peu les pendules à l'heure sur ce sujet. Et puis surtout, et ça c'est ce que je propose l'après-midi, c'est faire pratiquer pour proposer quelques outils pour confirmer ces ressources de sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, ou bien pouvoir éventuellement aussi les retrouver si on est dans une période de sa vie où le sens manque. Pour l'avoir vécu, en plus, c'est vrai qu'il y a un atelier d'écriture assez profond, individuel, et des restitutions en groupe qui ne virent pas dans le larmoyant ou quoi, mais qui sont très constructives. Et en tout cas, quand je l'avais vécu, ça avait porté ses fruits. Et il y a aussi un exercice en collectif, c'est bien d'expliquer qu'effectivement, on joue sur les deux tableaux, individuel et collectif. Oui. Alors, ce qui m'intéresse avant de parler de l'ouvrage en lui-même, c'est avant TAE, tu faisais... Qu'est-ce que tu faisais? Parce que je sais que tu faisais des choses qui avaient un sens, il y avait une démarche importante. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu faisais avant et ensuite, pourquoi tu as eu cette vision peut-être un petit peu en avance de concilier l'entrepreneuriat, l'entreprise et la philosophie, puisque, on le précise avant, tu ne viens pas du monde de la philo. Tout à fait. Je suis sociologue de formation. Ça se et, discute.
ça C'est discute, pas mais très, très éloigné de la philosophie, mais en tout cas, il y a un point commun avec la philosophie, c'est la capacité à suspendre son jugement pour pouvoir renouveler son regard à la fois sur les idées, les concepts, ça c'est la philosophie, et puis sur les faits sociaux, ça c'est plutôt la sociologie. Quand j'ai eu terminé mes études, j'avais vraiment à cœur que mon travail soit utile et j'avais très envie de travailler sur les sujets liés au développement durable. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1997, quand j'ai commencé à travailler, ce sujet du développement durable, il était surtout traité par les ONG. ouais. Il était un petit peu traité par les gouvernements, en tout cas, ça commençait un petit peu, tu vois, pour légiférer, réglementer, organiser, tout ça. Et il était très peu traité par les entreprises. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec les entreprises sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que j'estimais, je n'étais pas la seule évidemment, hein, il y avait quand même un certain nombre de chercheurs, de penseurs et puis de conférences aussi qui s'étaient organisées sur ce sujet. Je pensais que de par sa puissance, l'entreprise avait une responsabilité qu'il était nécessaire de formaliser et elle se disait engagée dans la cité et je trouvais que c'était vraiment important qu'elle puisse réfléchir au contour de sa responsabilité sociale et environnementale. Donc en fait, pendant mes 15 premières années de carrière, on peut dire, j'ai travaillé dans ce domaine-là, dans le domaine du développement durable, à la fois pour des entreprises, dans le secteur public, pour des cabinets de conseil en France, en Angleterre et en Inde. Voilà. Et puis, au bout de ces 15 années, en 2012, j'ai rencontré Marion, qui est mon actuel associé. Ouais. Et voilà, les belles choses ne se font jamais seules. Et c'est vrai que cette rencontre a été fondatrice pour moi parce que Marion terminait ses études de philosophie. Et elle avait elle n'avait pas envie d'être prof, elle avait plutôt envie de faire comme Socrate, c'est-à-dire être à même, enfin philosopher à même ce qui se passe dans on dirait la vraie vie aujourd'hui. À l'époque, il disait ce qui se passe dans la cité. Et donc, pouvoir philosopher sur les enjeux du monde. Moi, ce qui m'a intéressée dans l'idée de Marion et le besoin qui me semblait exister, c'était un besoin de s'extraire un petit peu de l'urgence et du côté très opérationnel des entreprises pour pouvoir prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ce qui était en train d'être fait. Et donc, c'est vrai que la philosophie et l'entreprise, ce n'était pas évident que ce lien puisse être créé. Mais moi, ce que j'adore, et je pense que c'est vraiment un fil rouge dans tout ce que j'ai fait, c'est faire dialoguer des mondes qui n'ont a priori rien à se dire. Donc ça, dans le domaine du développement durable, je l'ai beaucoup fait entre ingénieurs et financiers et tout un tas d'autres populations. Et c'est vrai que ce qui m'a interpellée, alors en tant qu'entrepreneur, c'est de faire dialoguer la philosophie et l'entreprise. Et puis, en tant que sociologue, je m'étais toujours intéressée à la philosophie, mais de manière, on va dire, plutôt informelle. Et là, c'est vrai maintenant, grâce à Marion, à mes lectures, mes nombreuses formations, aujourd'hui, je me nomme philosophe en entreprise par opposition à philosophe universitaire que Ouais. je ne suis pas. Par contre, mon métier aujourd'hui, c'est de faire philosopher les personnes en entreprise, précisément pour qu'elles puissent mettre de la distance entre ce qu'elles font et ce qu'elles pensent. Ok. Est-ce que tu as senti une évolution par rapport à la philosophie dans les entreprises quand tu as commencé en 2012 et aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. Peut-être d'abord, c'est vrai que les personnes que je suis allée voir au début pour leur expliquer cette idée, il n'y en a pas une qui n'était pas surprise et interpellée en se demandant mais qu'est-ce que la philosophie peut bien avoir à faire avec le monde de l'entreprise? Tu sais, on a cette idée, ce présupposé que les philosophes, ce sont des personnes qui ont le temps et le loisir de penser, ils font que ça toute la journée. Et que ça ne sert pas à grand-chose Et que parfois. ça ne sert pas à grand-chose, exactement. Il y avait vraiment cette question d'utilité, à quoi ça va nous servir. Du côté des philosophes, je ne te cache pas qu'il y a aussi des préjugés. Le monde de l'entreprise est un monde intéressé par le bassement matériel et l'argent, voilà. Et donc, il y avait une incompréhension sur comment les deux mondes pouvaient dialoguer. Je pense qu'il y a
grâce à tout un tas de choses, des magazines grand public qui se sont développés, des philosophes qui prennent la parole aussi de manière publique et très didactique, aujourd'hui, ce lien-là, il se fait de manière un peu plus évidente et on comprend bien le besoin qu'on a en entreprise de prendre de la hauteur et du recul par rapport à ce qu'on vit. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a eu une évolution là-dessus. Après, il y a des thèmes. Je dirais qu'il y a une évolution aussi en termes de thèmes. Et c'est vrai que ces 3 dernières années, il y a vraiment énormément de demandes qui nous sont faites pour réfléchir autour du sens au travail. Alors, je pense que le sens au travail a été mis à mal ces 2 dernières années, notamment dans le contexte du Covid. Il y a énormément de gens qui se sont posés des questions. Les dirigeants eux-mêmes se posent des questions sur leur rôle. Est-ce que c'est mon rôle de donner du sens au travail de mes collaborateurs ou est-ce que c'est à chacun d'en trouver? Tu vois, cette question, elle est vraiment importante, il me semble, parce que selon la réponse que tu vas y apporter, tu ne vas pas engager les mêmes actions. Et c'est vraiment ce que je dis quand j'aime bien dire que nos concepts ont des implications pratiques. Ce ne sont pas des idées qui volent, tu vois, dans le ciel des idées comme l'imaginait Platon. Nos concepts ont des implications pratiques. Ça veut dire que ce que je pense, des mots que j'utilise, créent une réalité et ont un impact sur ma manière de vivre et de faire ce que j'ai à faire. Tu vois, ce que je vais penser de la confiance va directement impacter ma manière de la donner et de la recevoir. C'est très concret, en fait. La pensée et l'action ne sont pas séparées. Donc, je dirais que récemment, les thèmes ont évolué. Le thème de la transformation et du changement, ça, c'est un thème qui revient depuis le début. Et puis après, il y a il y a les thèmes du moment, bienveillance, feedback, tu vois, ce genre de... On aime bien prendre les mots en anglais aussi parce que on les décortique en français, c'est passionnant. Je t'ai posé cette question parce qu'on se rend compte, j'en parlais encore avec un expert avec qui j'étais en rendez-vous hier. La vision du monde de l'entreprise, il y a quelques années, c'était vraiment le squelette, c'est je suis dans le dur, je dois gérer l'économie, le business, gérer les payes, et puis finalement, j'ai le temps de rien et je me laisse surtout pas le temps de le faire parce que les vieux schémas de pensée, c'est on bosse, on a le temps de rien. En fait, à la PM, on s'est toujours dit, je pense, dès le départ, et nous, on essaie de faire exister en tout cas ça, c'est de se dire, pour se renforcer en tant que dirigeant, il faut aussi s'ouvrir à ce qui se fait à l'extérieur de l'entreprise. Donc, effectivement, c'est intéressant de mêler la philo, la socio, l'art. C'est ce que nous disait Cécile Falcon il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que l'art est le reflet de notre société, la société nous influence, l'entreprise est dans la société, enfin, tout communique. Et tu parlais des mots, des idées qu'on se fait, et du coup, ça engage notre action. C'est Laura Lange, philosophe, et Nelly Labert aussi historienne, mais qui parle beaucoup du sens des mots, qui ne te contrediront pas, puisque c'est ce qu'elles font aussi dans le réseau, l'impact du mot sur nos actions. Donc, je voulais te poser une question sur le process d'écriture, mais on viendra dessus après. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est, donc on a dit, contexte Covid, tout ce qui se passe en ce moment, l'idée n'est pas d'en parler, mais il y a quelque chose qui m'intéresse quand je feuillette le livre, c'est la décision et le sentiment de liberté quand on décide. Et moi, j'ai envie de te demander tout de suite, est-ce que finalement, on est libre de décider? Et 2, si on décide, est-ce qu'on est vraiment libre puisqu'on a décidé? Est-ce que ça te va comme question? On a combien de temps là exactement? On a le temps qu'on veut. On a le temps qu'on veut. On s'arrangera. Alors, je crois que je vais reprendre ce que dit un psychiatre et neurologue qui s'appelle Viktor Frankl, que je mobilise justement dans les rencontres APM, et qui me semble très intéressant pour répondre à cette question. On peut dire que Frankl, c'est un philosophe existentialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à travers nos actes qu'on construit notre existence. C'est un peu ce que Jean-Paul Sartre voulait dire quand il dit l'existence précède l'essence. Il n'y a pas d'essence d'être humain a priori. On se construit en tant qu'être humain à travers nos actes et donc à travers nos décisions, puisqu'un acte, c'est une décision, enfin, est précédé en tout cas d'une décision, même si c'est une petite décision.
Viktor Frankl nous dit que l'être humain évolue sur deux axes. Un axe horizontal, c'est l'axe psychosomatique, sur lequel on est grandement déterminé. Ça, c'est toute la pensée déterministe. Donc, si on en reste sur cet axe-là, la réponse à ta question, c'est non, on n'est pas libre. On est déterminé par tout un tas de causes, par notre éducation, notre culture, le milieu dans lequel on évolue, les médias, enfin, tout un tas de choses sont bien là pour déterminer ce qu'on a à penser. Mais Frankl nous dit que l'être humain existe aussi sur un deuxième axe, l'axe vertical, qui est l'axe du sens. C'est ce qu'il appelle l'axe noétique. Et sur cet axe-là, nous sommes entièrement libres. Donc, pour revenir à la décision, bien sûr qu'on pourrait dire qu'il y a une partie de la décision qui est déterminée, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choix en face de nous, tu vois. Enfin, je peux pas décider de voler, par exemple. Enfin, en tout cas, sans l'aide d'autres outils. Hein. Si je me mets à ma fenêtre toute seule, je ne vais pas voler. Voilà. Donc, je n'ai pas ce choix-là. Je ne suis pas libre de faire ça. Par contre, je suis libre de prendre des décisions qui vont faire appel notamment à mes valeurs. Et d'ailleurs, pour Frankl, le sens est extrêmement lié aux valeurs. Donner du sens finalement à quelque chose que je vis, c'est lui donner de la valeur. Et donc, c'est rendre cohérent, si tu veux, ce que je pense avec ce que je vais dire, avec ce que je vais ressentir, c'est pouvoir me regarder dans le miroir, c'est être en cohérence avec mes valeurs. Donc, on pourrait dire qu'il y a une dimension de la décision qui est déterminée et il y a une dimension, quand on fait appel aux valeurs et quand on fait appel à la dimension éthique de la décision, qui est libre. Tu vois, quand tu me dis ça, je tombe sur ça. Et ça, c'est quel chapitre? Excuse-moi, je n'ai pas bien vu. Aussi, l'enjeu de l'aveuglement éthique. Voilà. Alors, je peux dire deux mots de la dimension éthique de la décision parce que, en fait, si tu veux, sur la décision, il y a énormément de choses qui ont été écrites. Et donc, c'est vrai qu'avec Marion, quand on a réfléchi à ce livre, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'apporte la philosophie? Parce que ça manquait, tu vois. Ça manquait. Qu'est-ce qu'apporte la philosophie sur le sujet de la décision? Et il nous a semblé que c'était précisément cette dimension éthique. C'est-à-dire que réfléchir aux conséquences de mon action, bon, bah ça, en fait, c'est ce qu'on fait, tu vois, quand on prend une décision. Réfléchir à comment ça va impacter telle ou telle personne ou telle situation, ça c'est quelque chose auquel on réfléchit. Mais se demander comment se matérialise la dimension éthique, ma dimension éthique à travers mes décisions, ça c'était quelque chose qui était un petit peu moins abordé, en tout cas dans les livres qu'on a pu lire. Or, qu'est-ce que ça veut dire l'éthique? Ça, je pense que c'est important d'y revenir parce que c'est aussi un mot qu'on n'utilise pas toujours à bon escient. Et surtout, éthique et morale, hein, la distinction, ouais. C'est important. Laurence de Villers nous a fait une librairie dessus. On invite les gens à la re-regarder s'il faut. Et éthique, ça vient du grec ethos et ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois habitat et comportement. Donc, habitat, comment est-ce que j'habite le monde? Et donc, comportement, comment est-ce que je m'y comporte? Ouais. Et morale, ça vient du latin morales, qui veut également dire comportement. Sauf que maintenant, en français, éthique et morale ont un sens un peu différent. Mais... Donc, l'éthique, je dirais que c'est le questionnement que j'ai sur comment je vais me comporter dans le monde. Tu vois, selon quelles valeurs. Et donc, la dimension éthique de la décision, c'est à quelle valeur est-ce que je fais appel quand je dois décider. Et surtout, quand j'ai des décisions difficiles à prendre. Qu'est-ce que c'est qu'un dilemme éthique? Un dilemme éthique, c'est quand je peux défendre A et je peux défendre B et je n'arrive pas à décider. Ouais. Parce que les conséquences sont à peu près identiques. Et puis, de toute manière, je ne les connais jamais vraiment en avance parce que le futur, personne ne peut vraiment le lire. Et donc, je vois bien que je suis obligée de faire appel à d'autres ressources. Et donc, ces ressources, notamment, entre autres, ce sont les valeurs. Et les valeurs peuvent m'aider à décider. Donc, des valeurs bien comprises dans les organisations, ce sont des valeurs qui aident à décider, c'est-à-dire à trancher. Hein. Décider vient du mot décidérer, qui veut dire trancher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je tranche dans le réel
et je crée un certain cours d'action. Sur ces valeurs, sur cette notion de valeur, est-ce qu'on parle de mes valeurs propres ou des valeurs collectives? Alors, je dirais qu'en premier lieu, on parle de ses valeurs propres. Tu Et vois, dans l'entreprise? alors, on est en entreprise. On est en entreprise. Hein. Une valeur, c'est quoi? Peut-être que ça vaut le coup juste de donner. Il y a plusieurs définitions. On peut les définir de plein de manières différentes. Hein, mais moi, là, une définition que je trouve intéressante, c'est une valeur, c'est quelque chose qui va me permettre de me tenir dans ma verticalité. C'est-à-dire quelque chose qui me permet, en effet, de me regarder devant le miroir en disant, OK, j'ai fait ceci et cela, et je suis OK avec les raisons pour lesquelles je l'ai fait. C'est un guide pour l'action. C'est quelque chose, c'est une finalité, c'est une fin en soi, si tu veux. Ce n'est pas un moyen en vue d'une fin. Donc, au fond, si on prend cette définition, un peu étayée que je viens de donner d'une valeur, il n'y en a pas tant que ça des valeurs, tu vois. Hein, donc, quand je prends une décision en fonction de mes valeurs. Mais quand je travaille avec d'autres personnes, on partage aussi des valeurs. Ouais. Mais il faut que je puisse les partager sincèrement. Tu vois. Là, je ne te parle pas des valeurs d'entreprise qui sont écrites sur un joli papier. Hein. Celles-là, je ne sais pas si elles sont si partagées que ça. Tu vois. J'ai l'impression que bien souvent, c'est la direction de la communication ou la direction générale qui écrit 3 mots. Ça, c'est ce qu'elle aimerait bien que les valeurs dans son entreprise soient. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les valeurs. Des vraies valeurs partagées. Une valeur partagée, c'est ce qui nous fait tenir ensemble. Tu vois? C'est ce qu'on va défendre collectivement parce que c'est important pour nous. Donc, je pense que quand on parle de valeurs, on parle de ces deux choses-là. On parle de mes valeurs personnelles et on parle des valeurs collectives. Et tout va bien quand les deux sont alignés. Tu vois, il y a des situations dans lesquelles il peut y avoir peut-être des valeurs collectives, mais moi, je dois prendre une décision qui met à mal mes propres valeurs et c'est à ce moment-là que je commence à souffrir. Ou c'est à ce moment-là que je commence à ne plus voir le sens de ce que je fais. Donc, on l'a bien compris, hein, les valeurs font partie intégrante, en tout cas, de notre schéma pour acter une décision, pour prendre une décision. Est-ce qu'il y a, en parcourant l'ouvrage, il y a aussi la notion d'intuition, il y a les sentiments que tu évoques. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui a retenu mon attention, c'est le fait de penser par soi-même. Et tu vois, ça, je reviens encore peut-être avec cette notion de liberté de décider ou finalement, ce qu'on se disait avant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec encore une fois tout ce qui se passe, hein, mais même encore indépendamment du Covid, avec la multiplication des médias, la multiplication des réseaux sociaux, le fait que n'importe qui prenne la parole et une audience qui puisse toucher un certain nombre de personnes, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive toujours à penser par soi-même? Alors, tu m'as posé plusieurs questions. Je retiens deux champs. Il y a la place des sentiments dans la décision. En plus des valeurs, est-ce que les sentiments, l'intuition, et après on revient. L'intuition et les sentiments. Ouais. Et puis après, il y a le penser par soi-même et je dirais la place de l'esprit critique. Exactement. Alors, en effet, il y a tout un chapitre sur les émotions. Parce que, et ça a été l'occasion aussi de parler d'aveuglement éthique, peut-être que je peux en dire un mot à cette occasion-là. Évidemment, on est des êtres, on n'est pas seulement des êtres de raison, nous sommes aussi des êtres qui sont parcourus par tout un tas d'émotions. Et il y a un certain nombre d'émotions qui peuvent nous empêcher d'y voir clair dans la prise de décision. Ça, c'est notre... D'ailleurs, c'est important que je le dise là. Plutôt que de bonnes décisions, on va parler de décisions éclairées. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a l'habitude d'appeler une bonne décision, c'est une décision dont les conséquences sont bonnes pour les personnes autour de moi, dans le court terme, dans un terme où on peut voir. On peut considérer les effets de la décision. Bon, en réalité, moi, je pense qu'une bonne décision, c'est seulement après coup et après un certain temps qu'on peut se dire si elle était bonne ou pas. Tu vois ? Par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur l'ensemble des gens qui sont impactés par cette décision ? Voilà, si on prend le critère des conséquences. Ce qui nous a semblé plus fécond avec Marion, c'est de parler de décision éclairée. C'est-à-dire qu'en effet, quand on est amené à décider, on peut être pris
dans tout un tas, tu parlais de déterminisme tout à l'heure, mais on peut être pris dans tout un tas de déterminisme, d'émotions qui nous empêchent d'y voir clair. Et donc, comment on fait pour y voir clair dans les décisions qu'on a à prendre? Donc, ce chapitre sur les émotions, il nous sert à comprendre comment les émotions fonctionnent, et notamment on a fait appel à Spinoza, parce que Spinoza, c'est le grand penseur des émotions, qui nous dit que pour ne pas les subir, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est d'essayer de les comprendre. Voilà. Et donc, quelque chose, par exemple, qui peut inhiber ou comment dire, déformer la prise de décision, c'est notamment la colère, la tristesse, la peur. Tu vois, on peut être amené à prendre des décisions pas éclairées, justement, parce qu'on est envahi par ces émotions. Et donc, d'y voir clair. Comment on fait pour y voir clair? Déjà, comprendre ses émotions, se relier en effet à son intuition, et puis éclairer sa prise de décision. Et là, ça fait le lien avec ta deuxième question, notamment par trois choses: par le questionnement, par l'esprit critique, par le dialogue. En fait, voilà, ce sont vraiment les éléments et les ressources, ce sont précisément les ressources qu'apporte la philosophie. C'est la capacité à questionner ses a priori, les évidences, ses certitudes. C'est faire preuve d'esprit critique, et ça, on en a bien besoin, et on en parle là en ce moment, notamment avec le rapport de M. Bronner. Faire preuve d'esprit critique pour pouvoir justement gagner en clairvoyance dans ce que nous pensons. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un tas de gens qui veulent bien penser pour nous. Ça, et les médias en première place. Ouais. Et les algorithmes en deuxième place. Et M. Bronner, donc M. Bronner est sociologue, il vient de rendre un rapport pour le gouvernement. Et il insiste sur l'importance de l'esprit critique, et il souhaiterait en faire une priorité nationale, parce que l'esprit critique est mis en danger précisément par la manière dont on consomme les médias. Ah oui, les biais de confirmation, ce genre de choses, où on va regarder que des choses qui nous confortent dans notre manière de penser. Oui, et puis enfin, je ne suis pas une spécialiste des algorithmes, mais il parle des algorithmes, si tu veux, comme mettant en avant certaines informations. Donc, tu peux avoir deux personnes qui pensent quelque chose, mais l'information est mise en avant. Tu peux en avoir 25 qui en pensent d'autres, mais quelque chose d'autre, mais l'information n'est pas nécessairement mise en avant. Tu vois, enfin, tu sais, quand tu es abonné à un journal, eh ben, il y a de l'information qui est mise en avant pour toi en fonction des précédentes recherches que tu as fait. Alors ça, moi, je trouve ça absolument détestable. Moi, je veux voir le vrai journal, tu vois. Je veux voir le journal que tout le monde voit, en fait. Parce que ça, c'est un élément qui me fait voir un certain pan de la réalité. Mais moi, j'ai envie de... Enfin, comment on fait pour m'isoler en faisant ça. Exactement. Exactement. On est isolé. Et pourquoi donc la troisième ressource, le dialogue? C'est parce que le dialogue nous sort de l'isolement. Donc, penser par soi-même, oui, mais je ne suis pas en vase clos, tu vois, je ne suis pas une monade, comme le disait Leibniz, je vis avec les autres, en fait. Et c'est bien ça, d'ailleurs, je pense, la difficulté qui a été la nôtre, notamment pendant le confinement, c'est qu'on a été isolés, et que le véritable dialogue, c'est-à-dire celui où j'écoute, je m'efforce de vraiment écouter la parole de l'autre, je m'efforce d'écouter ses idées, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Tu vois, je m'efforce d'asseoir ma pensée sur des arguments solides. Toute cette exigence de pensée-là, déjà que c'est assez difficile à faire, même quand on est en présence, mais alors à distance, c'est encore plus difficile. Non, mais c'est... En fait, je trouve que c'est très à propos d'en parler en ce moment, parce qu'effectivement, on se retrouve avec des gens qui prennent des décisions dans le monde de l'entreprise parce que guidés peut-être par trop de sentiments, parce que pression, parce que on pense à l'impact immédiat. Mais tu as raison, une décision éclairée, c'est aussi la finalité qui se mesure sur le temps. C'est pas oui, à l'instant T, bah, ça nous a rendu une fière chandelle, c'est bon, faut qu'on ait le temps de ça. Mais toute cette question, et c'est des choses qui sont revenues assez souvent dans les librairies, mais tu vois, la prise de décision, faire communiquer le monde de l'entreprise avec différentes sciences, c'est une question de temps. Est-ce que finalement, alors je pense savoir ce que tu vas me dire, mais est-ce que tu penses qu'on se dirige vers une période où on aura toujours le temps de se permettre de philosopher, de dialoguer, de se questionner sur ses sentiments, de les comprendre, de les explorer un petit peu plus? Est-ce que
on ne va pas sortir un moment de cette période où on se reconstruit, on se redéfinit parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Est-ce que tu crois qu'on aura toujours le temps de faire ça? Et alors, à ton avis, qu'est-ce que je vais répondre puisque tu... Je pense que tu vas me dire, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui continuent de faire en sorte que les gens prennent le temps. Oui. Alors, écoute, l'autre jour, dans une rencontre APM, c'était intéressant parce que j'utilisais, tu sais, j'aime bien utiliser les expressions du moment pour essayer de comprendre ce qui se joue, tu vois. Et en effet, la question du temps, on en parle beaucoup, on n'a pas le temps, on n'arrête pas de courir. Et il y a deux choses intéressantes. On a la tête sous l'eau et le nez dans le guidon. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai la tête sous l'eau? Ouais, j'ai certains sens qui fonctionnent moins bien. Alors, j'ai certains sens qui fonctionnent moins bien et j'ai une fonction qui est absolument vitale, qui est que je ne peux plus respirer. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai le nez dans le guidon? Je vois rien. Je vois rien. Et donc, j'expliquais que la philosophie servait justement à, tu vois, se relever du guidon ou sortir la tête de l'eau. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est intéressant parfois d'avoir le nez dans le guidon, notamment quand on est en fin de course et qu'on veut accélérer. C'est important sur le plan aérodynamique. Et parfois, quand on veut nager un peu plus vite, c'est important de pouvoir aller un peu sous l'eau, tu vois, parce que si on est là en train de faire la brasse avec la tête au-dessus de l'eau, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en effet, suite à ce commentaire, je me suis dit, ce qui est important, c'est pas tant d'avoir toujours la tête, tu vois, en dehors de l'eau, exactement. C'est ce mouvement-là. Donc, il ne s'agit pas de dire, allez, là, je vais prendre 4 heures pour philosopher, et puis là, je suis dans l'action. En fait, si tu veux, je pense que c'est un mouvement perpétuel. Moi, j'utilise, par exemple, les trajets dans le métro pour avoir ces moments tu vois, j'essaye de pas consulter mon téléphone, tu vois, ce genre de choses-là, pour pouvoir justement lire ou écrire ou être dans mes propres réflexions. Mais c'est à nous de nous réapproprier notre temps. Parce que c'est comme la pensée, hein. Le temps, il y avait un ami philosophe qui disait ça, le temps, c'est le désir des autres. Et donc, me réapproprier mon temps, ça tient quand même en grande partie à moi aussi. Le temps… Mais tu vois, la question que effectivement, ça doit être bien d'avoir un moment la tête enfin, de maîtriser les deux sensations, les deux moments. Oui. Mais est-ce que ça n'a pas un impact plus négatif, le fait de se dire, en fait, à un moment, j'ai trop la tête dans le guidon, je ne peux pas faire autrement que de relever la tête. Est-ce que la démarche par rapport à ça, cette notion d'ouverture, c'est la bonne démarche de se dire, là, je ne peux plus faire autrement, il faut que je relève la tête? Ou est-ce que, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, peut-être se donner une discipline quand même tu vois, finalement, il va falloir que je me mette ce temps-là de côté parce que sinon, je ne le prendrai jamais. Et en fait, au moment où je vais le prendre, je ne serai pas dans de bonne disposition parce que finalement, je le subis, entre guillemets, et je ne serai pas disposé à le vivre correctement. Je pense que la question de la discipline, elle est intéressante. On a tendance à entendre dans discipline, tu sais, se fouetter, tout ça, mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose de très positif dans la discipline. Tu vois, je prends une douche tous les matins, enfin, c'est une question de discipline, hein, en réalité. C'est devenu une habitude, mais bon, je ne suis pas vraiment obligée de le faire, mais je le fais parce que ça fait partie d'une hygiène corporelle. Et peut-être qu'il faut qu'on pense un tout petit peu plus à notre hygiène mentale, tu vois. Moi, ça peut paraître un peu passéiste, tout ça, mais tu vois, moi, mon grand-père, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il prenait le journal et le matin, il lisait le journal. Bon, il avait une fonction de direction, il était très occupé, enfin voilà, comme toutes les personnes. La manière de lever la tête. Et je trouve que, bien sûr, que lire le journal tranquillement, de prendre le temps de lire un article de fond qui va te prendre 10 minutes, un quart d'heure à lire. Donc, quelque part, cette discipline, c'est sanctuariser du temps. Mais tu vois, une journée APM, c'est ça, finalement. Oui, complètement. C'est exactement ça. Pour moi, les dirigeants qui font partie de l'APM décident de sanctuariser ce temps-là parce qu'ils estiment que c'est important de prendre le temps de réfléchir. Mais évidemment que c'est difficile. Tu sais, nous, on a été très occupés aussi ces 2 dernières années. Et écrire un livre,
moi, j'ai trouvé que c'était très, très compliqué en termes de gestion de temps, précisément, parce que tu commences à te mettre à l'écriture, et puis c'est vraiment au bout d'une heure et demie, tu vois. Sauf que si tu t'es donné 2 heures pour écrire, bah, il ne te reste plus qu'une demi-heure, c'est fini. Donc, si tu sanctuarises pas ce temps, en coupant les mails, en coupant le téléphone, en ayant cette exigence-là, même si tu as des clients qui t'appellent et que tu as envie de leur répondre, etc., si tu ne te donnes pas cette exigence-là, bah, il ne se passe rien, tu vois. Et en fait, au fond, je me demande si quand même, évidemment qu'il y a des urgences, et il y a des vraies urgences, mais la plupart de ce qu'on appelle urgence, c'est nous qui les créons quand même aussi. Oui. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi un rapport à l'urgence et un rapport au temps Mais ça évolue. Je pense répondre. que justement, là, ce qui se passe, ça évolue. Et pour revenir à ce que tu disais, un petit peu de souplesse dans la discipline, c'est pas incompatible. Bah, non, évidemment, enfin, tu vois, enfin, non, mais tout dépend quel est ton objectif. Tu sais, le philosophe stoïcien Épictète, les stoïciens étaient des grands adeptes de la pratique. Et il disait, si on veut arriver à quelque chose, il faut s'entraîner. Il n'y a juste pas de secret. Si tu veux devenir champion de course, cours. Voilà, cours. Alors, peut-être pas tous les jours, et puis peut-être que dimanche matin, tu auras envie de faire la grasse mat, mais cours. Voilà. Et si tu n'as pas cette discipline, bah, tu ne deviendras pas champion olympique. Alors, est-ce que c'est grave? Peut-être pas. Mais si on se fixe un certain nombre de buts, et si on se fixe aussi. Enfin, ça vient nous questionner aussi sur la vie qu'on a envie d'avoir, tu vois. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de me retourner sur ma vie quand je serai à la retraite ou quand je serai proche de ma mort en me disant « Oh, ben dis donc, tu es vraiment passé à côté de quelque chose là, tu vois. » J'ai pas envie de me dire ça, en fait. Oui, mais c'est parce que tu as fait l'exercice que tu proposes en rencontre de club aussi. Je t'ai donné quelques réponses. Oui, oui, bien sûr. Mais... Et d'ailleurs, c'est intéressant cet exercice. Je peux en parler un peu ou pas? Alors, je pense qu'on Ne a pas révéler, il vaut beaucoup mieux de ne pas temps révéler ce et qu'on fait. on a Aurélie qui me gronde un peu derrière, mais en tout cas, on peut expliquer dans l'idée ce que c'est, mais j'en avais parlé notamment dans la librairie avec Thierry Gobert. Donc, les gens savent à peu près, mais cet exercice, si tu peux nous le présenter très brièvement, et puis après, on va devoir se laisser parce que nous, on a bien pris le temps. Donc, on clôturera, mais je vous prie, présente-nous quand même l'exercice. En fait, il s'agit c'est un exercice de projection dans le temps, donc dans un temps suffisamment lointain pour que je ne me focalise pas trop sur ce qui se passe là maintenant tout de suite. Donc cette projection, elle peut se passer soit au moment où on prend sa retraite, soit à la fin de sa vie. Et en fait, l'idée, c'est de se retourner sur sa vie et puis de se dire, ben, qu'est-ce que j'aurais envie de voir? Qu'est-ce que j'aurais accompli? Qu'est-ce que j'aurais réussi? Voilà, et c'est un exercice d'écriture qui permet de se dire, qu'est-ce qui aura compté au fond dans ma vie? Quelle personne est-ce que j'ai envie d'avoir été, puisque c'est une projection? Et donc, même s'il y a des personnes qui trouvent cet exercice difficile, j'ai constaté, et parfois un peu angoissant pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, parce qu'il y a aussi des personnes qui l'ont déjà fait, cet exercice, en fait, ça permet de réinvestir le présent avec du sens. Si j'ai envie, dans le futur, de voir une certaine version de moi-même, ben, en fait, je peux commencer tout de suite. Alors, on est pressé par le temps, mais on aura l'occasion de se recroiser parce qu'on va refaire certaines librairies avec plusieurs philosophes et tu en feras partie. Donc, ce qui est intéressant de dire quand même, c'est que toi, entre l'ouvrage que je vous conseille de parcourir, parce qu'on peut piocher, hein, ce n'est pas une lecture linéaire comme certains livres de philo qui peuvent faire peur à certains. Entre cet ouvrage et ce que tu amènes dans les clubs, on a quand même deux champs d'action, deux champs de réflexion qui sont extrêmement importants pour les dirigeants aujourd'hui et pour n'importe qui, finalement. Parce qu'on parle des entrepreneurs, mais le sens dans ce qu'on fait, ça touche tout le monde. Et la prise de décision, on est tous amenés à décider, on décide au quotidien. Donc, n'hésitez pas, avant de te recevoir ou après t'avoir reçu, à consulter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce carnet avant de se laisser? Eh bien, longue vie. Non, mais surtout qui puisse donner quelques clés et puis inspirer ceux qui le lisent. Voilà. Et moi, je vais conclure sur une de tes paroles que j'ai entendues quand on était à Reims, c'est arrêter d'avoir peur de la philo. La philo, ça permet aussi surtout de se poser les bonnes questions et pas forcément de penser à la réponse.
Et ça, c'est important de ne pas avoir cette espèce d'injonction de devoir se dire il faut toujours un résultat, il faut toujours une réponse, il faut toujours quelque chose. Il faut aussi prendre le temps de réfléchir, de se questionner. Et la philo permet ça. Flora. Tout à fait. Merci Romain. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.